Allez, place donc au débrief, on le disait, de ce 5e Grand Prix de la saison. Ça y est, la F1, c'est officiel, elle est revenue à Monaco après 2 ans d'absence. Oh, ça nous avait quand même manqué de très belles images, bien sûr, on ne se lasse pas de ces yachts. Je pense que Thibaut en a pris plein les oreilles, surtout plein la vue, et même sur le front, visiblement. En tout cas, le soleil qui a marqué dès son passage à Monaco. Non, c'est discret, tout va bien en tout cas. La plus grosse action, la plus commentée ce dimanche, c'était bien sûr c'est pas la victoire de Max Verstappen, non, c'était le tour d'installation de Charles Leclerc à 30 minutes environ du départ, ce retour au stand précipité et cette grosse clim qui a soufflé sur la principauté. Charles Leclerc accidenté à la sortie des S de la piscine en Q3, la pole, mais malheureusement, on a craint pour la boîte de vitesse. C'est finalement la transmission et un moyeu qui a coûté la course à Charles Leclerc qui n'a pas participé. Victoire de Max Verstappen 78 tours plus tard devant Carlos Sainz sur Ferrari. Lando Norris, 3e pour McLaren. Premier podium pour les 3 pilotes à Monaco finalement. Un podium très jeune les amis, 23 ans de moyenne d'âge. J'ai calculé et ça nous met un petit coup de vieux quand même les amis. En tout cas, le championnat du monde, Max Verstappen qui prend la tête avec Red Bull chez les constructeurs aussi. C'est la révolution de palais. Je vous fais rapidement les amis le top 10 dans l'ordre avant de se lancer sur Ferrari. Verstappen, Sainz, Norris pour le podium. Sergio Perez 4e. Vettel de retour dans le top 5, 5e pour Aston Martin. Pierre Gasly 6e, Hamilton 7e, Lance Stroll 8e. Double entrée dans les points pour Aston Martin et on finit du top 10. Esteban Ocon 9 et Giovinazzi P10, 18 pilotes classés et donc 2 abandons. Bottas, on va en parler un peu plus tard. Et Charles Leclerc. C'est notre première partie de ce débrief. Ferrari et Leclerc, le gâchis. Les deux parties, messieurs, ont peut-être loupé leur plus belle opportunité de victoire finalement depuis fin 2019. On se rappelle de ces 3 victoires à la suite, Belgique, Italie, Singapour. Messieurs, à quel point c'est du gâchis ce qui s'est passé pour Charles Leclerc? Je vais lancer Thibaut, qui était là en principauté. À quel point c'est du gâchis pour toi? Alors c'est un énorme gâchis et en même temps ça a été... on sentait que l'engouement était fort en principauté ce week-end. Ça s'est ressenti dans les tribunes, on n'était pas nombreux, mais je peux vous dire que le public était vraiment acquis à la cause de Charles. Ouais, il y a eu une grosse déception et ça s'est vu dans le tour d'installation. Mais ouais, gros gâchis de la part de Ferrari qui a loupé à 2 gros points là, avec Charles. Alors, il y a quand même 18 points marqués avec Carlos Sainz. Bon, on peut quand même sur le plan comptable, messieurs, Mathieu et Nicolas, Ferrari marquent quand même des points, mais finalement ne marquent pas autant de points qu'ils auraient dû marquer quand on sait ce qui s'est passé depuis le début des essais libres. Bah, clairement, pour moi, Ferrari loupe une énorme occasion. C'est clair que déjà, Charles peut s'en prendre qu'à lui-même de se mettre dans le mur entre guillemets. Il y a que lui qui est responsable. Par contre, c'est de sa faute, clairement. Bah oui, c'est normal aussi. Il pousse et il tente et ça passe pas. C'est pas le premier à sortir à cet endroit-là. Verstappen l'a fait 2 fois, il me semble, 2016-2018. 2018. Il le fait aussi. Entre guillemets, ça arrive. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment Ferrari, dans ses procédures, ne se dit pas, tiens, on va vérifier les 2 côtés de la voiture. C'est plus ça qui paraît incroyable qu'un pilote qui se met dans le mur à Monaco, quoi. Alors pour contextualiser, il y a 1 heure le soir où on peut toucher à la voiture et après c'est à partir de 10h jusqu'à 15h. Toi Nico, ça t'a choqué ce qui s'est passé dimanche midi où tu étais finalement pas étonné que malheureusement Charles Leclerc n'ait pas pu prendre le départ? Non, tout le monde, assez vite a indiqué en tout cas était confiant sur le fait que Charles pourrait prendre le départ, soit avec une petite pénalité, soit vraiment en pole. Ça me paraissait un peu invraisemblable et effectivement la nouvelle est tombée assez tardivement. Alors bon, je suis pas là pour juger Ferrari dans ces procédures, c'est vrai que ça paraît incompréhensible, mais bon, voilà, ça fait aussi partie des choses. C'est surtout ce qu'on disait en preview du Grand Prix de Monaco, la moindre erreur se paye cash. Ils sont obligés d'être à fond. On avait quand même Bottas qui était pas mal, Verstappen qui venait pour prendre la pole dans ce 2e tour. Il y avait la pression de son équipier Sainz qui avait très bien tourné tout au long des essais. Il a voulu en faire un petit peu trop. On se souvient de Verstappen, Kimi avait fait la même également, ça lui avait ruiné, je crois que c'est 2008, j'ai pas regardé la date, mais tous les champions y vont, donc non, moi je garde du positif sur Ferrari, et on les revoit aux avant-postes, c'est plutôt cool. On espère que du coup, que ce sera pas simplement dû au Grand Prix de Monaco qui est spécifique. Alors c'est ça qui est encore cette interrogation, c'est quand même Ferrari, messieurs, on a quand même été très surpris, dès la FP1 ça s'est bien passé, Carlos Sainz 2e, FP2 doublé Ferrari, la qualification c'est ce qui s'est passé, Charles Leclerc qui prend la pole, Carlos Sainz qui P4, voilà. Vous messieurs, c'est ce que la configuration, est-ce que c'est
temporaire, tu le soulignais Nico, messieurs, est-ce que c'est temporaire seulement la configuration du circuit? En plus, Ferrari a rajouté beaucoup d'appui sur sa voiture qui déjà est une voiture qui apprécie les circuits avec beaucoup d'appui. Pour moi, c'est effectivement, c'est pas une surprise qu'il soit performant là, parce que c'est le circuit où il y a le moins besoin de moteur. On sait, même s'ils ont progressé par rapport à l'année dernière, on sait que le moteur Ferrari, il est quand même il reste moins puissant. On l'avait déjà vu à Barcelone dans le secteur 3, c'était là où ils étaient les plus performants. C'est pas une surprise qu'ils soient performants là. Après, oui, clairement, il y a un gros gain par rapport à l'année dernière. Bon, l'année dernière, on n'était pas à Monaco, mais il n'y avait pas eu le Grand Prix, mais je pense qu'ils ont largement progressé, mais malheureusement, je pense que dès qu'on va revenir sur des circuits de moteurs et autres, ça va redevenir un peu plus compliqué, comme on l'a vu sur les courses précédentes. Mais c'est sûr que ça va mieux qu'en 2020. Thibaut, toi, tu penses, tu es d'accord avec Mathieu sur cette configuration ou c'est peut-être une parenthèse enchantée finalement? Ouais, je pense que c'était l'occasion à saisir pour Ferrari. Malheureusement, ils l'ont un peu loupé. Ils se sont rattrapés avec Sainz. Mais oui, dans la ligne droite de Bakou, ça va pas faire un pli. Le moteur Ferrari va être largué. Alors, il y a quand même les ailerons flexibles ou Ferrari, l'aileron arrière flexible où Ferrari joue un peu avec la limite. On sait que les écuries, en gros, ont encore les quartiers libres à Bakou. Après le Grand Prix de France, il va falloir se soumettre à des tests de la FIA. Bon, vous n'êtes pas confiant pour Bakou, on va pas se projeter tout de suite sur Bakou, mais Nico, tu es sur cette idée. Carlos Sainz ramène quand même des points, on le disait, pour la maison Ferrari, sa deuxième place en course. C'est lui. Est-ce que toi tu es surpris de cette belle course de Carlos Sainz, deuxième quand même, avec tout ce qui s'est passé bien sûr? Oui, il a bénéficié d'abandon, de double abandon. Non, Carlos Sainz n'est pas aussi fougueux, j'ai envie de dire, que Charles Leclerc. Mais c'est quelqu'un qui construit très, très bien son week-end, donc il faut qu'il soit un petit peu en confiance. Mais à partir de là, il réfléchit, il le construit petit à petit, et on arrive à avoir de grandes choses. On l'a vu chez McLaren notamment. Ce sera une belle bataille entre les deux. Ils ont vraiment des tempéraments un petit peu opposés. On pourrait peut-être, je vais m'y risquer, les comparer à Prost et Senna, un petit peu dans l'approche. Dans le talent, ça sera encore autre chose, les générations sont complètement différentes, mais c'est vrai qu'on note surtout la fougue de Charles qui s'exprime beaucoup, qui s'en prend très vite à lui-même, qui arrive d'un sentiment à l'autre très 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 rapidement selon les circonstances. Sainz est beaucoup plus posé, ça peut jouer en sa faveur sur certains Grands Prix, je pense. J'espère, je croise les doigts pour que il y a un troisième larron qui se met à la bataille entre les Red Bull et les Mercedes. Sainz, finalement, c'est le pilote un pilote qui est nouveau chez Ferrari. Quand on voit Ricciardo qui arrive chez McLaren, ça galère, Alonso chez Alpine, ça galère. Le travail de Sainz, est-il déjà en train de porter ses fruits? Visiblement, oui, une régularité déjà assez épatante de Carlos Sainz, surtout à Monaco. Épatant, je sais pas s'il est épatant, il est solide, pour moi, il fait un bon début de saison, mais je peux pas dire que je sois bluffé par ses résultats. Là, entre guillemets, au championnat, je crois qu'il revient à 2 points de Charles, mais parce que Charles fait un 0. On vérifie, Mathieu, vas-y. Donc, pour moi, il fait un début de saison solide. Il fait pas d'erreur, il apprend, mais voilà. En fait, il est assez à l'image que je me fais de lui, que c'est un pilote solide, mais qui est pas flamboyant. Ah, pas flamboyant, toi carrément. Alors tu avais raison, Mathieu, il revient à 2 points. Carlos Sainz 7e, 38 points. Charles Leclerc 6e, 40 points. Le compte est bon. Pas flamboyant, Carlos Sainz. C'est intéressant ça. Thibaut, sort ta casquette Ferrari, elle est pas très loin, je sais. Carlos Sainz n'a pas été flamboyant ce week-end. Bon, discret, c'est sûr. De toute façon, personne n'a dépassé en course. Oh, attention. L'avocat de Ferrari est là. Mais Carlos Sainz, pas flamboyant? Pas l'interrogation, Thibaut? Non, je suis d'accord. C'est pas un pilote flamboyant, mais je pense que c'est quelqu'un qui amène énormément de sérénité à Ferrari, ne serait-ce que dans leur approche de week-end. Il a construit proprement son week-end. Évidemment, c'est pas un Charles Leclerc, il va pas avoir ses instants de fougue ou autre, mais je trouve qu'il optimise sur tous les points, et quand on sait la difficulté qu'a eu Ferrari ces dernières années à faire rentrer ces deux voitures dans les points, ou en tout cas à bien les classer toutes les deux, je trouve que son approche de week-end est intéressante, et je pense que ça tempère pas mal le tempérament latin présent chez Ferrari. Carlos Sainz, c'est un Britannique. D'ailleurs, au passage, on salue le chat où ActuF2, je crois, a dit
C'est sûr que cette erreur ne serait pas arrivée chez Mercedes, cette inspection de la voiture. Carlos Sainz nous disait si au début du week-end j'aurais pensé finir deuxième, je n'aurais pas cru à ça. Pour lui, c'est une grosse surprise. Donc Carlos Sainz finalement un petit peu plus haut que ce qu'on pouvait attendre. C'est sûr, dans les gars, dans les pronos, vous m'avez jamais cité Carlos Sainz en preview. Hein. C'est même, il est plus haut. Bon après voilà, on sait ce qui s'est passé. Abandon de Leclerc, abandon de Bottas, mais il a surperformé. Il est quelque part Carlos Sainz. On ne l'attendait pas à pareille fête. Mathieu. Bah non, en fait, pour moi, il est là où, en fait, c'est sa force justement de ne pas faire d'erreur. Et en fait, il est là où, enfin, il récolte les erreurs des autres. Donc, en fait, enfin, si tu remets les deux qui étaient devant lui, donc Charles et Bottas plus Hamilton, qui normalement devrait être devant et enfin qui est complètement passé à travers ce week-end. Bah normalement, Sainz il fait 5 et entre guillemets on n'en parle pas quoi. Ouais. Donc il a eu le mérite lui d'avoir aucun problème, de faire aucune erreur, mais je dirais pas que c'est grâce à un tour extraordinaire, par exemple en qualif ou autre, qu'il a construit cette deuxième place. N'hésitez pas à réagir sur la performance de Carlos Sainz. Quelle note vous mettez dans le chat? On a Bastien et Guillaume qu'on salue bien sûr de la rédac. Fin tacticien, ce Carlos Sainz, se dit Bastien. C'est vrai qu'il était remonté un peu sur Verstappen, mais bon, comme tu dis Mathieu, à juste titre, on n'en serait pas là si Charles Leclerc n'avait pas planté sa Ferrari à la sortie des S de la piscine. Cette fissure donc dans la transmission qui a causé cet abandon avant même le départ. Donc c'est un do not start, un DNS et non pas un DNF. Finalement, on est très déçus. Moi, je suis très déçu qu'on n'a pas eu cette bataille. Tant entendu, Charles Leclerc et Max Verstappen. Est-ce que la course aurait été différente avec Charles Leclerc premier et Verstappen deuxième? Vous savez quand même qui était derrière Verstappen au départ. Il n'a jamais inquiété Verstappen. Nico, c'est qui était derrière Verstappen au départ? Tu t'en souviens? Valtteri, il n'a pas inquiété Verstappen une fois. On reste sur Ferrari, mais ouais. Je le développe un petit peu après dans les top flops, mais effectivement, Valtteri Bottas est resté complètement transparent. Il n'a pas réussi du tout à aller chercher Verstappen. Et bon, c'est vrai que ce crash nous a peut-être privé d'un beau duel en tête de course. Par contre, on ne sait pas non plus ce que ça aurait pu donner au niveau des chronos, puisque je pense que Sainz était en amélioration, Verstappen aurait pu prendre la pole, et la philosophie de la course aurait pu être complètement différente sans ce crash, et peut-être pas forcément une pole de Leclerc. Donc, c'est exactement ce que dit Guillaume. Sainz s'améliore. On sait pas. Verstappen amélioré dans le premier secteur. Avant le crash de Leclerc, il était juste après. Charles Leclerc qui a été un peu descendu par, j'allais dire Gilles, par Jacques Villeneuve bien sûr, consultant Canal et qui était à Monaco ce week-end, qui dit qu'il ne peut pas être désolé, il ne compatit pas, je ne peux pas être désolé pour lui. Bon, on sait que Villeneuve tacle toujours les pilotes. Leclerc a dit bon l'erreur c'est moi qui l'ai fait, c'est pour moi je la prends. Mais quand même, Charles Leclerc à Monaco, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. 2018, abandon. Bon, c'est un problème de frein, rupture de frein avec sa Sauber à l'époque. Il se crache sur la Toro Rosso d'Hartley. 2019, Ferrari le plante en qualif, en course, il se plante sur Hülkenberg. Et 2 abandons en F2. Est-ce que c'est que de la malchance, Charles Leclerc à Monaco, ou est-ce qu'il y a un petit peu plus? Est-ce que Charles, finalement, veut trop bien faire? Il y a de la pression, les gars, il y a de la pression. La pression, dit Romain. Ouais. Bien sûr qu'il veut très bien faire. Après, franchement, si on prend les 2 abandons en F1, entre guillemets, celui où il perd les freins et celui où il se plante sur Hülkenberg. Franchement, Hülkenberg, en fait, je crois qu'à l'époque c'était, je sais plus si c'est Hülkenberg ou Ricciardo qui le dit à l'époque, mais en fait c'était qu'une question de temps avant qu'il se crache. Il tente un truc qui est impossible dans les rues de Monaco. Donc, entre guillemets, c'était dès la qualif, on savait qu'entre guillemets, il finirait pas. Quoi. Mais il avait dépassé. Donc, oui, il a tenté. Il l'a tenté une fois, 2 fois, et après au 3e, pas de chance, ça l'a pas fait. Quoi. Mais oui, il veut se mettre beaucoup de pression. Enfin, il se met beaucoup de pression à lui-même. Et on sait qu'il est extrêmement exigeant avec lui, et il veut réussir. Et c'est évident qu'il veut réussir à Monaco. Enfin, c'est le circuit qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. C'est là-dessus que Jules aussi avait fait ses 2 points en F1. Donc forcément, c'est une course à part. Et on sait que vu son tempérament, c'est certain qu'il va tout donner pour Monaco. Quoi. Donc, et la preuve, jusqu'à son crash, ça a marché. Quoi. Donc c'est aussi ce qui fait ce qu'il est. Et je pense que ça ne changera pas dans les années à venir.
C'est le charme de Monaco finalement, hein, d'être à la limite, n'a pas eu de dépassement en course, mais c'est la qualif finalement qui était la plus excitante et Charles Leclerc. Donc ça a failli passer hein, à l'intérieur au aise de la piscine, mais ce n'est pas passé. Voilà en tout cas, vous pensez sur motorsinside.com, on a parlé aujourd'hui de cette occasion gâchée, peut-être la meilleure occasion de la saison. On finit sur le débat Ferrari, n'hésitez pas à réagir dans le chat et donc je lance Thibaut là-dessus. Toi tu crains que Ferrari ait perdu sa plus grosse chance de victoire de la saison, ou est-ce que par exemple en Autriche, un circuit d'appui aussi, Ferrari peut se rattraper, on va dire entre guillemets, de ce qui s'est passé à Monaco ce week-end? Je pense pas qu'ils pourront rêver de plus beaux espoirs qu'ils avaient vus ce week-end à Monaco, parce que l'Autriche est un circuit d'appui aussi, mais il faut beaucoup de moteurs quand même. Monaco est vraiment particulier. Et malheureusement, sur le reste du championnat, je vois pas trop où Ferrari pourrait se rattraper. Non, je pense que c'est un peu l'occasion gâchée. Ouais, Budapest Nico. Je suis d'accord. Ouais, pourquoi Budapest, Nico? Ça semble évident, mais ouais. Ouais, beaucoup d'outsiders. C'est un petit circuit en ville, c'est un circuit à beaucoup de relance. Moi, j'oublie pas Damonil qui s'assoit sur sa modeste à Rose. À Rose. Avec emporté, si sa mécanique l'avait tenu jusqu'au bout, ça aurait été magnifique pour lui. Donc, pourquoi pas là-dessus. Mais juste pour rebondir et finir sur Charles Leclerc, c'est vrai que tu disais on pardonne un petit peu, c'est son esprit, c'est sa fougue. Verstappen a été pas mal descendu pour ça aussi, donc il a réussi à se calmer. Je pense que Leclerc, en prenant un petit peu d'inspiration, je pense, sur son coéquipier, son voisin de garage, en se calmant un tout petit peu, je pense qu'il pourra réussir de beaucoup, parce que là, ça s'est loupé à pas grand-chose, et ça pourrait passer aussi à pas grand-chose. Faudra voir, ce sera un tout, une belle homogénéité. Et c'est Ferrari. Oui, ça joue à pas grand-chose. On se rappelle qu'en début de saison, Leclerc, pour terminer là-dessus, Leclerc, on sentait quand même une évolution, moins de fougue. Bon là, il se rattrape, il plonge un petit peu rattrapé par ses soucis du passé. Ouais, voilà, pour finir, Mathieu, tu veux boucler la boucle pour ce débat sur Ferrari qui fait aussi réagir dans le chat. Ouais, je pense que Nico a résumé le truc. C'est effectivement, oui, il en a trop fait parce qu'il voulait absolument avoir cette pole-là. Je pense que oui, il a tout intérêt aussi à prendre un peu des exemples aussi sur Max, qui était exactement dans la même configuration il y a quelques années. Et il gagnerait effectivement à savoir, entre guillemets, en donner un tout petit peu moins pour passer devant. On peut se rappeler des qualifs à Bakou aussi il y a quelques années qui aurait pu être aussi sa première victoire et il s'était mis dans le mur aussi. Mais il va apprendre. C'est entre guillemets. Il vaut mieux qu'il fasse ses erreurs maintenant, ou de toute façon, dans tous les cas, il sera pas champion du monde avec la voiture qu'il a, et qu'il apprenne maintenant, et que le jour où il finira par avoir la bonne voiture et qu'il aura appris et qui marquera les gros points, exactement comme le fait Verstappen maintenant. Finalement, ouais, voilà, cette question encore de patience. Vous mettez Verstappen un cran plus haut que Leclerc. En tout cas, ce qui a fait la différence ce week-end, c'est Verstappen ne s'est pas craché. Et c'est Max Verstappen qui a décroché la victoire. Et Ferrari, qui pleure un petit peu, mais qui ramène quand même 18 points dans la besace avec Carlos Sainz, le 3e podium de sa carrière. Et le premier pour Ferrari, le classement des constructeurs. Ferrari 4e ce soir, 78 points, 2 points de retard sur McLaren. Voilà pour ce premier débat sur Ferrari, Monaco. Le débrief sur Motors Inside. La suite, les amis, on va continuer justement avec McLaren. Cet autre débat de ce Grand Prix de Monaco, cette autre analyse sur Lando Norris, taille patron, les amis. Et oui, Lando Norris, 3e à Monaco et aussi 3e du classement des pilotes ce soir. Il a retrouvé cette place qu'il avait occupée en début de saison. Lando Norris, messieurs, continue sur sa brillante lancée. Hein. Est-ce qu'il a encore franchi un palier ce week-end à Monaco ou est-ce que c'est encore lié aux circonstances de course? Mathieu? Pour moi, en fait, dans une moindre mesure, c'est un peu comme Sainz où il a eu le mérite de faire aucune erreur. Mais par contre, il faut reconnaître qu'il fait un début de saison qui est vraiment extrêmement bon, extrêmement régulier. Il fait pas d'erreur, il est toujours présent. Et surtout, là, ça commence à se voir par rapport à Ricciardo, sur une course où lui monte 3, l'autre il fait 12. C'est quand même une grosse différence. Surtout qu'on sait que Monaco, c'est un circuit que historiquement Ricciardo aime, où il a gagné, où il a régulièrement été performant. Et donc de le voir aussi loin de Norris et aussi loin dans le classement,
c'est quand même très surprenant. Donc il a franchi un palier pour toi. Oui, c'est ça. C'est la réponse que tu apportes. On est un peu d'accord hein, dans le chat, Ryan, Mathieu. Ouais, on sent qu'il a une grosse confiance en lui, qu'il est maître de ce qu'il fait et qu'il essaie pas lui pour le coup de surpiloter. Il fait ce qu'il a à faire avec le matériel qu'il a à sa disposition et il fait pas d'erreur. Donc sa troisième place au classement général, elle est pas volée. Hein. Je pense que quand on fait 2 podiums en 5 courses, c'est plus un hasard. Quoi. 2 podiums, Imola et donc Monaco ce week-end. Bon, ça s'est joué aussi un écrou de roue, on en parlera un peu plus tard. Pilote le plus impressionnant de ce début de saison, nous dit Guillaume. Et ActuF2 qui nous dit oui, il a franchi un palier, Lando Norris. Alors, Thibaut, t'es d'accord avec ça? Il a step up d'un niveau, et pas que sur Twitch, Lando Norris. Lando Norris, c'est pas Lando Norris. Ouais, non, pour moi, il a aussi pris du galon, il a pris de l'assurance. C'est quelqu'un qui apparemment est très anxieux, même s'il y a un gros côté très cool et déconneur sur les Grands Prix. Ça, c'est bon pour ça. Je pense que sa prolongation lui a fait énormément de bien, parce que l'arrivée de Ricciardo aurait pu un peu redistribuer les cartes chez McLaren. Là, il se positionne vraiment en tant que leader et il met vraiment à mal Ricciardo, qui, pour le coup, est lui dans une grosse difficulté. Mathieu le disait, 5e en qualif, Lando. Il colle une demi-seconde à Ricciardo en Q2. Là où ça joue, le Srenner est stacké en 12e place. Ça fait mal. Hein. Est-ce que on va aborder un peu Ricciardo alors qu'on voit la magnifique livrée Gulf, livrée temporaire. Hein. Je sais pas si ça rend bien en vrai, Thibaut, hein, cette livrée Gulf. Ça rend très bien. Ça rend très bien. On rappelle dans les tribunes, pour Motors Inside, dans le public. Avec ces 7500 personnes. Je disais, oui, ça s'est forcément joué sur la qualif, mais Lando Norris en plus a été déjà très bon dans le qualif l'an dernier, mais est-ce qu'il continue de progresser là aussi dans l'exercice des qualifs où à Imola il a failli décrocher la pole? Vous le sentez encore plus fort là aussi, vraiment typiquement dans les qualifs où il a fait 5e et il aurait peut-être pu faire encore mieux, ou c'est quoi qu'il arrive, son niveau, son talent déjà ou pas, messieurs? Est-ce qu'il a franchi un palier aussi en qualif, Nico? Non, en qualif, il est très rapide. Je pense qu'il garde sa pointe de vitesse. Je le vois surtout progresser en course, en rythme de course. Effectivement. Toi, tu vois plus en course là? Ouais, je vois plus en course. Et puis, il y a une question à se poser, c'est la McLaren, où est-ce qu'elle en est vraiment? Et Ricciardo, qu'est-ce qui se passe? Parce que parmi les pilotes, ça joue vraiment entre tous les pilotes, il y a vraiment peu d'écart. Il n'y a vraiment que dans cette écurie où il y a énormément d'écart entre les deux. Et Ricciardo, c'est pas le premier venu. Donc soit c'est un extraterrestre et puis il va falloir jouer avec lui et Russell dans le futur. Soit il a compris quelque chose que n'a pas encore compris Ricciardo. Et sur le rythme de course, pour répondre à ta question, je pense qu'il a énormément progressé et plus il prendra confiance et plus il progressera dans les deux domaines, je pense, à surveiller sur le futur. 5 à 6 dixièmes d'avance visiblement par tour en moyenne pour Lando Norris sur Ricciardo. Forcément, Lando Norris était devant, Ricciardo un peu coincé. Nouvelle fois, les pilotes qui ont changé d'écurie s'en sortent mieux. Enfin, s'en sortent moins bien, pardon. Surtout, c'est ce que nous dit Guillaume dans le chat. Norris, c'est le Leclerc de chez McLaren, nous dit All Off. Ah, carrément, le Leclerc de chez McLaren. Il est devenu, au début, il arrive en 2019, voilà, ce jeune un peu qu'il a fallu couver, Lando Norris. Et là, c'est carrément devenu le Leclerc chez McLaren. C'est intéressant, ça. C'est devenu officiellement le leader, ou Ricciardo, c'est juste encore temporaire ce qui lui arrive? Thibaut, je pense que... Ouais, vas-y Mathieu, ouais. Et après, non, je pense qu'en fait, McLaren, oui, il mise sur lui sur le long terme, ça c'est clair. Et surtout, pour la première fois, ils lui ont donné un contrat de plusieurs années, quoi, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent. Et en fait, je pense que McLaren, ils sont, pour le coup, l'équipe est sur un projet de long terme. Et en fait, je pense qu'ils veulent sécuriser et Norris et Ricciardo sur le terme pour reconstruire l'équipe et franchir la dernière étape. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les équipes ont sécurisé au moins un pilote sur une longue durée, hein, que ça soit Ferrari, que ça soit Red Bull ou que ça soit McLaren. Et qu'en fait, paradoxalement, les seuls qui n'aient pas un pilote sécurisé sur le long terme, pour l'instant, c'est Mercedes, où on sait que normalement Russell devrait finir par arriver, mais aujourd'hui, c'est pas encore fait, quoi. Et on se rend compte que passer d'une équipe à l'autre, c'est pas si évident que ça. Ça peut
réserver des surprises. Donc c'est en tout cas, enfin par rapport à la transition vers 2022 et ce qui va arriver derrière, c'est assez intéressant de voir que toutes les équipes se mettent en ordre de bataille en sécurisant avant tout un voire deux pilotes sur le long terme. Lando Norris, déjà un pari sur l'avenir. On voit loin du côté de McLaren avec Lando Norris, Thibaut. Hein. Ouais, on voit loin. Et puis, pour revenir un petit peu dans le passé, je pense que Ricciardo a aussi sauté sur l'occasion de la place qui se libérait chez McLaren. L'adaptation est dure et rude pour l'instant pour lui. Mais le baquet laissé par Sainz était aussi pour lui, je pense, une bonne place à prendre. Et faut voir un petit peu avec le temps. C'est sûr que c'est pas du. Même si Ricciardo est un très très bon pilote, je pense que de passer de la Renault à la McLaren avec le moteur Mercedes, c'est pas non plus très aisé. Donc en laissant lui un petit peu de temps, et je pense que ça devrait revenir quand même un peu à son niveau. Mais alors, qui doit faire un pas vers l'autre? Est-ce que c'est plutôt la McLaren? Est-ce que ce sont les ingénieurs McLaren? Et c'est ce que rappelle Lujo56, qui visiblement a lu Motors Inside aujourd'hui, puisque nous avons parlé de Daniel Ricciardo qui va être aidé par McLaren. Qui doit faire un pas? Parce que la voiture marche très bien, Lando Norris. C'est ce que disait notamment ce week-end Andreas Seidel, le directeur de McLaren. Lando Norris, ça y est, lui, il connaît la voiture, il la gère très bien. C'est pas naturel pour Daniel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une voiture avec plus de freins? Puisque je crois que Daniel Ricciardo, c'est sa façon de conduire. Ou est-ce qu'on laisse ces réglages, cette façon de conduire, cette façon de faire de la McLaren, Mathieu? Est-ce qu'on doit changer la McLaren ou est-ce que c'est Ricciardo qui doit changer son pilotage? Pour moi, c'est les deux, mais en fait, c'est là où aussi où on parle des pilotes qui changent d'équipe, et il faut aussi parler des pilotes qui restent, quoi. Et enfin, Norris, vu que Sainz partait l'année dernière, enfin, c'est certain qu'il a orienté le développement pour que la voiture corresponde exactement à son style de pilotage. Et donc, oui, il peut avoir un style de pilotage complètement différent de Ricciardo, et entre guillemets, Ricciardo doit s'adapter à ça, quoi. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du temps, Ricciardo va développer aussi la voiture, enfin apporter son input technique pour que ça se rapproche de ce que lui aime, mais c'est certain qu'il faut qu'il s'adapte parce que c'est une voiture Norris, quoi. C'est une voiture Norris, carrément. Ah, une voiture Norris. Donc, on peut twitcher sur la voiture de Lando Norris. Mais Ricciardo, alors on va revenir un peu à la fin sur Lando, mais Ricciardo aussi qui s'est senti mieux en fin de course avec ses pneus durs. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'a pas su dépasser. Il n'a pas pu dépasser. Bah, c'est aussi symptomatique, c'est que Ricciardo n'a pas tenté une seule fois, alors que même si c'est Monaco, il peut tenter avec les freins. Hein. C'est un peu symptomatique du manque de confiance de Ricciardo, messieurs. On ne le voit pas pour l'instant dépasser Ricciardo, même sur les autres circuits finalement. Non, il a perdu de sa fougue, je trouve, quand il est arrivé, qu'il a supplanté Vettel. Il nous a montré pas mal de belles choses, et notamment des superbes dépassements. Et avec le temps, j'ai l'impression qu'il s'agit, ou comme il a été dit tout à l'heure, il a peut-être pas confiance en la voiture. Et effectivement, là, c'est compliqué de faire dans de beaux dépassements. Je sais pas, Norris lui aussi a dû s'adapter à un nouveau moteur. Donc il connaissait peut-être déjà le châssis, mais le comportement de la voiture a peut-être été revu, surtout si le moteur Mercedes n'est pas si aisé que ça. Lando Norris, justement, Nico, Lando Norris, est-ce que toi tu le places dans le top 5 des pilotes du moment avec Hamilton, Verstappen, Leclerc, et est-ce que toi tu le mets dedans en ce moment? Vraiment, ton top 5 à toi depuis le début de saison, est-ce qu'il rentre dans ce classement ou pas? Ouais, carrément. Ça crève les yeux. Il est rapide, pour déborder un petit peu, je dirais que Russell est un petit peu moins épatant que l'année dernière. Alors, est-ce que la Williams a changé un petit peu? Est-ce que le coup de Mercedes est mal passé? Je ne sais pas, mais ouais, un petit peu en dedans. Et pour moi, du coup, parmi les jeunes, c'est Norris qui prend le lead un petit peu. Et Ocon qui revient. Thibaut disait qu'on va retrouver d'ici quelques instants, qui va revenir avec nous, pas de souci. Mais Mathieu, il faut qu'on peut quand même revenir sur ce moment où Lando Norris s'est un peu inquiété, a littéralement repoussé son ingé-piste Will Joseph en lui disant en gros shut up, no more command splits, pas de commentaires en plus, s'il te plaît. On l'a senti un petit peu tendu parce qu'il a quand même coupé la chicane du port, Lando, notre Lando, Mathieu. Ouais, il a coupé un petit peu. Après, franchement, enfin, sur un circuit aussi compliqué que Monaco, qui disent à son pilote de pas lui parler, franchement, enfin à son ingénieur de pas lui parler, franchement, moi ça me choque pas, quoi. Il y a un moment, enfin les gars, ils sont à 150 de moyenne en pleine ville. Moi ça me choque pas. Je pense qu'à peu près à chaque fois il y a ce message là qui est dit par un ou un autre pilote.
Oui, entre guillemets, enfin je le mettrais pas sur une camp de nervosité ou autre. C'est une course super compliquée, il faisait un très bon résultat. Au final, il monte sur le podium, donc non, pour moi, je reviendrai pas à ça de sa course. On a vu cette émotion de Lando qui était peut-être qui était le plus ému des trois, hein, sur le podium, hein. On a senti un peu les larmes au micro de David Coulthard, notamment en descente de voiture. Tu les as vus s'embrasser, Thibaut qui est de retour depuis ta tribune, Carlos Sainz et Lando Norris. Pourtant, il me semblait qu'ils étaient rivaux quand on regarde Netflix. Ouais, comme quoi Netflix, hein, Ah, terrible coup dur pour ça Netflix. essaye de faire du cinéma quand il n'y en a pas. Oh, c'est dur. Un Non, petit non, peu, mais ouais. c'est Non, non, il est beau ce alors, podium, hein, avec Lando et Carlos Sainz qui se sont retrouvés, ouais, Thibaut. Ouais, non, alors je les ai pas vus s'embrasser. Par contre, j'ai réussi à filmer un petit peu leur podium et on sent vraiment une grosse amitié entre eux. Amitié, ce qu'on appelle bromance, qui n'a pas réussi à être refaite avec Ricciardo. Ouais. Ces deux pilotes-là s'entendent. Ils étaient très heureux d'être ensemble sur le podium, ça se voyait. Lando, est-ce que tu trouves encore que Lando, bon, tu n'étais pas dans le paddock malheureusement, mais on sent Lando Norris et Carlos Sainz plus proches. Et c'est vrai que Norris, pour terminer là-dessus, on l'a déjà senti, hein, mais Lando Norris a vraiment changé de posture. Il n'est plus ce pilote blagueur comme on avait l'an dernier. Avec Ricciardo, on avait un peu peur que ce soit un magasin de farce à la trappe, mais en fait pas du tout. Lando Norris très sérieux aussi, hein, Mathieu, hein, finalement. Très sérieux. Lando Norris, ça te surprend cette attitude? Après, c'est ce qu'il faut pour aussi écraser son équipier. On ne peut pas rigoler avec son équipier quand on veut le battre. Non, mais pour moi, en fait, c'est plus en fait, il sait qu'il a une bonne voiture, il sait qu'il peut faire des podiums, voire mieux sur un malentendu, et que entre guillemets, il se met en configuration d'en tirer profit. Donc moi, ça me choque pas, ça me surprend pas qu'il soit moins sur les réseaux sociaux, moins dispersé, moins à faire des blagues. Parce qu'en fait, là, il sait que ça commence à compter et qu'il peut marquer des points, notamment par rapport à l'équipe et pour l'avenir. Et il savait qu'il avait un gros challenge avec Ricciardo, qui est quand même considéré toujours parmi l'un des meilleurs du plateau. Et donc, il fait tout pour se hisser à la hauteur du challenge. Et c'en est tout à son honneur. Donc, je pense qu'on ne peut que le féliciter là-dessus. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est les résultats, quoi. Eh ben, well done, Lando Norris. P3 pour ce Grand Prix de Monaco. Le podium et la 3e place aussi au classement du championnat du monde des pilotes avec 56 points. Il a de l'avance sur Valtteri Bottas, 4e, 47 points. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Lando Norris à Monaco qui décroche le premier podium de sa carrière en principauté. Attention. La suite de ce débrief, vous êtes avec nous sur Motors Insight, sur la chaîne Twitch et peut-être sur le replay YouTube d'ici quelques jours. En tout cas, on continue de dérouler. D'ailleurs, n'oubliez pas les gars de vous abonner et de lâcher des pouces bleus sur YouTube, hein, parce que ça on le dit jamais. L'instant publicité avec Romain que vous entendez, Romain la voix off qui est en régie. N'oubliez pas de vous abonner pour la chaîne YouTube et aussi pour la chaîne Twitch pour savoir dès qu'on part en live. En tout cas, la 3e séquence de ce débrief Motors Inside Grand Prix de Monaco, Mercedes et Hamilton, le coup de moins bien. C'est sûr que ça n'a pas été pour Mercedes qui ne ramène que les points de la 7e place, ce qui nous fait 6 points, plus 1 point le meilleur tour. Hamilton a fait le meilleur tour, 7 points. Est-ce que quelqu'un sait, messieurs, si l'écrou de roue a enfin été enlevé sur la Mercedes 77, Mathieu? Est-ce que tu as des échos? Parce qu'ils ont quand même dû ramener le pneu à braquer pour enlever l'écrou, hein. C'est fou, quoi. C'est fou ce qui s'est passé, Valtteri Bottas. Quand même, blague à part, c'est ce qui s'est passé au 30e tour. Pour recontextualiser rapidement, Valtteri Bottas, 2e, qui rentre au stand, change ses pneus. Le pneu avant droit, ça ne passe pas, ça ne sort pas. L'écrou qui est coincé. Est-ce que c'est un signe de la tension qui règne chez Mercedes avec Red Bull, ou est-ce que c'est un fait particulier, malheureusement, quelque chose qui peut arriver à tout le monde? Non, bah le coup de l'écrou en tant que tel, pour moi, oui, c'est pour moi, c'est anecdotique. C'est pas un truc que je retiendrai. C'est un coup de vraiment pas de chance. Et bon, entre guillemets, c'est arrivé sur la voiture de Bottas, ça aurait pu exactement arriver la même chose sur Hamilton. Non, moi, en fait, ce qui m'a plus surpris ce week-end, c'est les déclarations et les réactions d'après course et d'après séance, où en fait, j'ai senti l'union sacrée qu'on peut avoir chez Mercedes et qui fait la force de l'équipe. En fait, on la retrouvait pas, quoi. Parce que j'ai quand même été très surpris d'entendre un Hamilton dire après la course, moi, j'ai rien à apprendre de cette course-là. Par contre, l'équipe en a à apprendre beaucoup, quoi.
Et c'est un truc qu'on n'entend jamais de leur part. Ou Toto qui dit ah bah finalement ouais l'écrou c'est parce que Bottas il s'est pas exactement mis dans ses marques et donc du coup on a détruit le truc, donc il faut qu'on revoie le design de l'écrou de roue et autres. En fait, c'est plus ça qui me surprend et en fait on sent que en fait pour une fois Mercedes est sous pression de la concurrence. En fait, d'habitude, la concurrence, elle était en interne. Il y a eu des années des rivalités avec Ferrari. Ça fait quand même quasiment 2 ans que c'est pas arrivé. Et en fait, c'est plus ça qui me surprend dans la machine de guerre huilée de la com, toujours policée, toujours positif. On est les meilleurs amis du monde. Et là, bah non, là en fait, ça, on l'a pas retrouvé. Et c'est ça qui est surprenant. Le symptôme Ferrari, dit Guillaume dans le chat. Ah, Mercedes va nous répéter ça. On se rappelle de Sakir aussi, où les pneus, ça s'est mélangé, c'était la salade de pneus. C'est un problème temporaire, mais est-ce que c'est peut-être dû, selon vous aussi, Mercedes qui cherchait son setup et qui l'a jamais trouvé, en fait, ce week-end à Monaco, hein. Ouais, moi, j'aurais aussi, Vas-y, Thibaut. aussi dit que Mercedes est arrivé là, est arrivé à Monaco défaitiste de base. On les entendait déjà au Grand Prix précédent dire que Red Bull allait être ultra dominateur et qu'ils allaient tout rafler. Et j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à Monaco en disant de toute façon, on ne pourra pas gagner. On va faire un week-end tranquille et on ne va pas chercher la performance. Et réellement, en piste, les Mercedes, elles semblaient pataudes. C'était toujours trop large, trop tard au niveau du freinage. C'était assez perturbant de voir une Mercedes en dérive totale. Tu l'as vu, toi, depuis ta tribune au niveau des S de la piscine juste avant, je crois. Tu l'as vu que la Mercedes était différente de la Red Bull? Ouais, la Red Bull et la Ferrari étaient assez agiles dans ce virage-là, juste avant la piscine, alors que la Mercedes, on a l'impression qu'elle emmenait beaucoup de vitesse, mais alors au niveau appui, elle était larguée en fait. Ça a quand même marché. Valtteri Bottas, 3e à 2 dixièmes de Leclerc, finalement, quand même. Mais une demi-seconde d'écart entre Bottas et Hamilton. Nico, c'est ta sortie de champagne? Nico qu'on n'entend plus, je crois. Nico qu'on n'entend plus. Problème de son, problème de setup pour Nico. Dommage qu'il était lancé sur Bottas. Du coup, Mathieu, tu enfiles la robe de l'avocat de Valtteri Bottas. Et Nico, dès qu'on l'entendra, crie Valtteri Bottas. Moi perso, les gars, je me permets de réagir. Romain, vas-y, Romain, en régie, la voix. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est la façon dont il a eu de répondre à Laurent Dupin et j'imagine aux autres médias à la fin, Hamilton, où il a vraiment... il était sec, quoi. Genre, ouais, non, on comprend pas, c'est un problème d'équipe, et puis voilà, quoi. Genre, pose pas plus de questions, quoi. C'est exactement ce que tu disais, Mathieu. Hein. C'est que Hamilton a chargé, quoi. A chargé la mule ce week-end. Hein. Mais même pas tellement, je veux dire, envers l'équipe, quoi. C'est surtout c'est surtout que c'est quelqu'un qui est censé être sympathique, qui est censé être jovial et tout ça. Enfin, jovial, pas comme Ricardo, mais qui est censé être au moins respectueux et cordial. Et quand on voit que dès que ça va un peu mal, tout de suite il répond, parce que là, bon, il a terminé 7e, il n'a pas non plus terminé 20e. Hein. Dès qu'il n'est pas premier, en fait, ce qu'on voit, c'est que il réagit très mal, quoi. Ouais, pour moi, c'est assez surprenant. Et en fait, je notais que Verstappen disait que Hamilton, ça faisait quand même des années en fait qu'il s'est pas battu vraiment à la guerre pour le titre. Et que c'est sûr que ça change un peu et on va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que là où en fait Mercedes je trouve est extrêmement fort, c'est qu'en fait ils sont c'est très clinique, quoi. On exécute le plan, on s'adapte et autres. Par contre en fait dès qu'il y a un vrai imprévu, c'est plus flottant, quoi. Donc en fait, à surveiller dans les prochaines courses, parce qu'en fait, si pendant 2-3 courses de suite, on se retrouve un peu avec ces situations où ça se crispe un peu, ça peut un peu dérégler la belle machine et gentiment beaucoup moins bien se passer que dans le passé, quoi. Parce que pour l'instant, Mercedes a souvent un grand prix off et après ça écrase tout. Là, c'est sûr qu'on sent du danger, ils sentent en danger. Vous avez vu notamment les déclats Toto Wolff ce week-end dans le paddock qui s'agacent des ailerons arrière flexibles et qui menaçaient presque Red Bull d'aller porter plainte. C'est Mercedes, on sent que ça y est, Mercedes a perdu la tête du classement pour un point des constructeurs. Hamilton est mené de 4 points désormais. Est-ce que c'est anecdotique, Thibaut? On veut t'entendre là-dessus, ou est-ce que l'étoile est en train de s'éclater en 1000 morceaux?
Alors, je pense que pour une fois aussi, depuis quelques années, ils sont confrontés à un vrai challenge d'une autre écurie, où réellement ce n'est pas que sur une course qu'ils sont concurrencés. Euh, Après, faut vraiment, vraiment faire attention à Mercedes, même si on peut la comparer à une belle horloge et que parfois les rouages prennent un petit coup. Ça repart très vite et il y a des milliers quand même de personnes à travailler chez Mercedes et je pense que ça restera pas comme ça ça restera pas sur cette note négative de ce week-end. Tu penses que ça va se relancer? Toto Wolff disait aussi dans le week-end, il parlait beaucoup, hein, Toto. Monaco, ça n'a jamais été un endroit heureux pour eux. En termes de rythme, Monaco, il compare. C'est un circuit difficile, un peu comme Singapour. Vous vous rappelez une époque, ça allait pas trop pour Mercedes. Donc finalement temporaire ou pas. Mais attention, Red Bull continue de faire évoluer sa voiture, notamment la suspension arrière de la RB16B. Donc voilà, on en est là. Pour Mercedes, on est un peu au carrefour. Hamilton P7 impuissant. C'est peut-être la stratégie qu'Hamilton n'a pas digérée non plus. C'est qu'Hamilton a essayé de faire l'overcut. Et vous l'avez vu, les amis, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que l'overcut, finalement, s'arrêtait plutôt à Monaco? C'est quand même, c'est jamais la bonne stratégie à faire, mais il faut étirer son relais, un peu comme Sergio Perez. Ouais, tout à fait. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que dit Thibaut. En fait, je pense que Mercedes est arrivé à Monaco en sachant effectivement qu'ils n'allaient pas gagner, parce qu'en fait, historiquement, Red Bull est très très fort là-bas et ça fait des années que c'est le cas, même quand la voiture était moins bonne sur les autres circuits, et ils étaient toujours performants. Je pense que ça a effectivement joué un peu sur la dynamique de l'équipe. Par contre, que Hamilton soit aussi loin en qualif, ça c'était quand même assez surprenant, quoi. Donc, je m'inquiète pas trop qu'ils vont rebondir, mais ça faisait quand même assez longtemps qu'on les avait pas vus autant à la rue, en perfo, en exécution, en fiabilité là, avec les crews. Enfin, c'est un peu un week-end à oublier. Mais ouais, il y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée, et surtout celle-là. Mais c'est très bien pour l'avenir pour le reste de la saison. Il a fait du dégât, Pierre Gasly, finalement, en bloquant Lewis Hamilton, Pierre Gasly P6 et Hamilton P7 de ce Grand Prix de Monaco. En tout cas, Mercedes, on le disait, c'est l'info à retenir. Hamilton, deuxième désormais du classement des pilotes, 101 points, Verstappen 105 points, Red Bull 149, Mercedes 148. On conclut avec ce que disait notamment Lulu Joe. Hamilton n'est pas à l'aise à Monaco. Bon, on va peut-être pas pousser jusque-là quand même, mais en tout cas, il n'était pas à l'aise ce week-end en principauté.